Bonsoir à vous tous, je vois que vous êtes déjà connectés. J'espère que vous allez tous bien et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Ce soir, on va traiter ensemble deux thématiques. La première qui relève de la fiche de poste. Qu'est-ce qu'une fiche de poste? Et la deuxième thématique, on la travaillera autour du canal qu'on appelle l'offre d'emploi. On va voir ça ensemble, les règles en question, et je vais vous décliner dans un premier temps le plan que j'aimerais bien suivre avec vous pour la première thématique, à savoir la fiche de poste est un outil de recrutement. Est-ce qu'il peut améliorer l'efficacité du process de recrutement? Et si c'est le cas, pourquoi? Voilà notre première thématique. J'aimerais bien l'aborder avec vous sous le plan suivant, à savoir la définition et la finalité d'une fiche de poste. Est-ce que le contenu est réglementé, c'est-à-dire est-ce qu'il est obligatoire ou faut-il répondre aux besoins de l'entreprise et du service? Troisième point que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est la règle en question qui est relative au respect de la non-discrimination. Est-ce que la fiche de poste est régie par cette règle ou on peut se permettre de faire n'importe quoi en élaborant une fiche de poste? Les intérêts, bien sûr, dans la procédure de recrutement de ce fameux outil de travail. Et surtout, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble, parce que ça va être une rubrique très importante dans l'élaboration d'une fiche de poste, à savoir les compétences. Voilà, on va définir déjà ce que les compétences et après on va les élaborer, c'est-à-dire les détailler ensemble. Après cela, on va s'interroger sur les rôles, possibles ou pas, des délégués du personnel. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'il y a une obligation? J'aimerais bien qu'on regarde ensemble de ce côté-là. Et pour finir, j'aimerais bien qu'on fasse la comparaison ensemble entre une fiche de poste et une lettre de mission. Voilà la première partie de notre conférence ce soir. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'hésitez pas de poser les questions au fur et à mesure de notre conférence. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on commence par le commencement, à savoir la définition de la fiche de poste ainsi que ses finalités. Déjà, avant de commencer par définir la fiche de poste, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur le poste. Qu'est-ce qu'un poste? Un poste, c'est un ensemble de situations de travail, qu'elles soient individuelles, bien sûr, et surtout, elle est individuelle, elle est localisée, c'est-à-dire sur un poste de travail bien défini. Et bien sûr, c'est un poste qui est occupé par une seule personne. C'est-à-dire, la fiche de poste va être étroitement liée à la personne et à ses fonctions. Et ça ne peut être en aucun cas un outil qui est général. La fiche de poste, elle a bien sûr plusieurs intérêts. L'intérêt est bien sûr de décrire les éléments fondamentaux faisant acte de candidature quand on est dans une démarche de recrutement, bien évidemment, aussi bien aux responsables hiérarchiques, d'accord? Parce que quand on est au service RH, on élabore des fiches de poste, on va bien sûr faire appel à une réflexion commune avec les responsables hiérarchiques de la personne qui va être recrutée sur ce poste-là. Et bien sûr, de cette manière-là, on peut faire opérer un meilleur choix possible quand il s'agit bien sûr du recrutement. Je continue toujours dans cette partie qui est relative à la définition et finalité de la fiche de poste. C'est un outil qui va nous permettre une évaluation aussi, d'accord, des compétences qui vont être mobilisées dans l'exercice des fonctions du salarié en question. Elle va bien sûr valoriser son parcours professionnel en délimitant son champ d'action. On ne peut pas se permettre comme ça de demander aux salariés des actions, des missions qu'on va inventer du jour au lendemain. Le salarié doit impérativement être bien informé des différentes missions et ainsi que les activités dont il est responsable. Alors oui, c'est un outil qui va nous permettre d'être de plus en plus efficace dans ce sens-là. La fiche de poste, en plus, elle va permettre de recenser les compétences dont on a besoin pour ce service et bien sûr sur ce poste bien défini. Elle est donc un outil qui est bien évidemment nécessaire au recrutement et à partir de cet outil, les entreprises ainsi que les services concernés peuvent mettre en place des plans de formation afin d'améliorer les compétences et les performances de leurs salariés et bien sûr l'inscrire
tout ça dans le plan de formation, d'une part, et d'autre part, même le salarié, quant à lui, il peut dire, voilà, j'ai besoin d'améliorer mes compétences dans telle action ou telle activité, etc., etc., et demander d'être formé sur le CPF, à savoir le compte personnel de formation. La mise en place, c'est-à-dire de cette fiche de poste, peut être inscrite dans une démarche de gestion, mais d'une gestion qui est plutôt qualitative des ressources humaines. Allons voir quels sont les éléments qui peuvent être intégrés dans la fiche de poste ou insérés dans une fiche de poste. La fiche de poste, là, j'insiste dessus, n'est pas réglementée. C'est-à-dire, en d'autres termes, en matière juridique, elle n'est pas considérée comme un outil obligatoire. C'est plutôt un outil de communication et c'est un outil sur lequel on peut se baser pour améliorer et les performances de la personne sur ce poste et bien sûr, dans le même cas, améliorer le niveau du service lui-même, c'est-à-dire monter en valeur globale dans le service et bien évidemment dans l'entreprise, dans sa globalité. De ce fait, les recommandations dans le cadre du contenu de la fiche de poste, le contenu peut être conseillé de la manière suivante. À ne pas oublier qu'une fiche de poste doit être datée, parce qu'une fiche de poste peut devenir obsolète si le poste lui-même évolue, si les objectifs du poste évoluent, etc., etc. De ce fait, il est quand même nécessaire qu'on ait une référence temporelle, à savoir noter la date de l'élaboration ainsi que les mises à jour éventuelles de la fiche de poste. La fonction et la finalité du poste. Par exemple, si on recrute un ingénieur, ça c'est la fonction. Si on recrute un ingénieur, quelle est la finalité de ce recrutement? Est-ce que c'est pour, dans le cadre d'une croissance de l'activité, c'est pour améliorer les compétences techniques, etc., etc. Quelle est la finalité? De ce fait, la finalité exprime, et on peut l'exprimer juste en quelques lignes, la fiche de poste n'a pas comme objectif une rédaction détaillée. C'est vraiment, on est dans l'obligation d'aller à l'essentiel, mais d'une manière la plus claire possible, bien évidemment. Alors, la fiche de poste peut exprimer ainsi, au niveau de la finalité, les lignes, le pourquoi du poste. Pour quelle raison? C'est ce que je viens de dire. OK, on embauche un ingénieur. Quelle est la finalité de ce poste? Est-ce que pour augmenter nos objectifs? Est-ce que pour augmenter notre niveau des performances au niveau du service, etc., etc. Et bien évidemment, il s'agit là de situer la nature du poste, le domaine, la mission globale en définition d'une manière très succincte, la finalité et bien évidemment les principales caractéristiques du poste. Une deuxième rubrique à ne pas négliger, bien évidemment, c'est le fait de bien préciser les missions qui relèvent cette fiche de poste. Les missions majeures, bien évidemment, on ne va pas aller dans le rédactionnel, on va se contenter de 4 ou 5 missions majeures. Et bien évidemment, pour chacune de ces missions, on ne va pas ôter les activités qu'on doit mettre en place afin de réaliser chacune de ces missions. Alors, il est très clair qu'il est quand même important dans une fiche de poste de décliner les missions majeures ainsi que les activités qui relèvent de chacune des missions. Alors, il faut qu'on soit, pour l'élaboration de la fiche, d'une rigueur assez importante. Bien évidemment, on ne va pas négliger les liaisons de la personne en interne ou externe, avec qui elle sera amenée à travailler, avec qui elle sera amenée à communiquer, etc., etc. Bien sûr, au niveau interne comme au niveau externe. On oublie bien évidemment les compétences, et là, on reviendra sur les compétences pour les décliner d'une manière un petit peu plus exhaustive. Déjà, on va essayer de les définir plus tard, mais c'est quand même une rubrique qui est très importante pour améliorer et rendre plutôt la fiche de poste efficace. Les moyens qu'on va mettre à la disposition du salarié. Et là, on peut décliner les moyens en 3 niveaux. Les moyens humains, les moyens techniques ou les moyens matériels et bien sûr les moyens financiers. Il y a des postes qui nécessitent bien évidemment des moyens financiers, budgétaires, etc., etc. Et là, on le prend en compte dans la réalisation, dans l'élaboration de la fiche de poste.
La marge d'autonomie de la personne. Est-ce que c'est un poste sur lequel la personne sera peu autonome, moyennement autonome ou parfaitement autonome? Ça aussi, c'est important de le préciser, de le faire préciser en collaboration avec les supérieurs hiérarchiques de la personne qui occupera ce poste-là. L'évolution possible, et ça peut être intéressant parce que comme ça, on améliore notre niveau d'une visibilité du parcours professionnel, de l'évolution professionnelle. Et une rubrique qu'on ne doit pas oublier, ce sont les éléments du poste, à savoir le salaire, les éléments de rémunération, est-ce qu'il y a un 13e mois ou pas, est-ce qu'il y a un salaire fixe ou un salaire variable, etc., etc. Quelques suggestions qu'on peut aussi rajouter, c'est-à-dire on peut classer une rubrique à part entière pour mettre en place des suggestions éventuellement sur la fiche de poste, et une rubrique souvent qu'on va peut-être négliger, mais qui peut être une rubrique outil d'améliorer notre niveau de management, à savoir, on va l'appeler la rubrique du plan de remplacement. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que la rubrique plan de remplacement. Imaginons que si la personne est absente de son poste pour des raisons multiples, que ce soit pour arrêt maladie, formation ou autre, souvent on a tendance dans les services de dire, voilà, telle personne est absente et le manager va dire à un des collègues, tiens, tu la remplaceras une semaine par intérim. Ok. En faisant ça, souvent, on va croire que on reconnaît, c'est une sorte de reconnaissance des performances de ce salarié qui est le collègue du salarié absent. Et dans ce sens-là, vous imaginez, c'est-à-dire pendant une semaine, pendant ce laps de temps, la personne à qui on a confié cette responsabilité du remplacement de la personne absente, elle va, entre guillemets, occuper presque 2 postes. Il faut qu'elle puisse obtenir ses objectifs et essayer d'avancer sur les objectifs de la personne absente. Alors, cette rubrique, justement, quand on la précise, on la réfléchit, bien sûr, avec les supérieurs hiérarchiques et avant de l'insérer dans la fiche de poste, on va réfléchir mission par mission et pas le poste dans sa globalité. D'où l'importance de bien préciser les missions, à savoir, pour la première mission, tel salarié peut la remplacer. Pour la deuxième mission, tel ou tel salarié pourront la remplacer, etc., etc. Du moment où on décharge le remplacement et on le décrypte par mission, bien sûr, on ne va pas incomber une seule personne l'ensemble des charges de l'ensemble des missions de la personne absente. D'où cette rubrique. Souvent, elle est méconnue, ce que je trouve qui est bien sûr dommage. Et bien sûr, ça, c'est à bien sûr préciser et essayer de l'élaborer dans une fiche de poste. C'est vrai que ça peut prendre plus de temps, mais croyez-moi, en efficacité, on gagnera. Là, j'ai évoqué la fiche de poste en tant qu'outil de recrutement. Je ne peux négliger, bien évidemment, la fiche de poste, qui peut être aussi un outil extraordinaire de management qu'on peut revoir régulièrement, pourquoi pas une fois par an, après l'entretien annuel d'évaluation, essayer de voir avec le salarié de quelle manière il peut évoluer et ainsi de suite au sein du service, ou voir faire évoluer son poste aussi selon les exigences et les besoins collectifs de l'entreprise, ou voir les besoins aussi du salarié qui peuvent tout à fait coïncider. Et ça, c'est important à le prendre en considération. On ne peut pas le négliger. Mais bien sûr, aujourd'hui, je voulais juste orienter mon intervention sur l'importance de la fiche de poste en tant qu'outil de communication, outil de management dans le cadre du process de recrutement. Quels sont les éléments maintenant? Toujours, on restera dans cette rubrique de la fiche de poste. Et bien sûr, on a dit ensemble, dès le départ, que la fiche de poste n'est pas une obligation légale, c'est-à-dire dans les textes juridiques, elle n'est pas rendue obligatoire. C'est un outil qui va améliorer nos performances en matière de recrutement, qui peut aussi améliorer nos performances, on l'a vu ensemble rapidement, au niveau du management, pour améliorer, bien sûr, les niveaux des compétences dans les services. Mais bien évidemment, c'est pas parce que cet outil-là n'est pas obligatoire qu'il ne doit pas respecter les règles générales, entre autres, sur et en ce qui concerne la non-discrimination. C'est-à-dire, en d'autres termes, aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement, et ça, c'est obligatoire à le prendre en considération et le mettre en application du moment où on élabore des fiches de poste dans le cadre qui relève du cadre de recrutement, bien sûr, c'est-à-dire aucune personne ne peut être écartée de par son origine, son sexe, les mœurs, son appartenance religieuse, ses croyances plutôt religieuses, appartenance syndicale ou pas, au niveau de l'âge, et vous connaissez la suite de la liste, c'est-à-dire du moment où on construit un outil de recrutement, il faut impérativement qu'on respecte parfaitement la règle de la non-discrimination. Il ne faut pas oublier, on est dans une démarche de recrutement. Alors, on est régi par ces règles-là, les règles générales. Maintenant, je vous ai dit qu'une rubrique qu'on va insérer dans la fiche de poste, et à savoir, c'est la rubrique qui relève des compétences. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse définir rapidement qu'est-ce qu'une compétence. Une compétence, c'est la capacité d'un individu à intégrer dans une situation donnée des comportements qui sont étroitement liés à son savoir-faire, savoir-être, son savoir, c'est-à-dire ses connaissances, et bien sûr de façon très appropriée et bien évidemment efficace. Alors la compétence, dans ce sens-là, elle va consister à mobiliser justement l'ensemble des savoirs, des savoir-être et bien sûr des savoirs relationnels. Allons voir un petit peu plus en détail comment on peut classer, d'accord, les compétences. Alors dans un premier temps, on va les classer dans 5 domaines de compétences majeures, à savoir les compétences métiers, à savoir les compétences qui sont spécifiques à chacun des métiers, sur le plan des aptitudes, des savoirs, des savoir-faire nécessaires pour réaliser ce métier. Ça, c'est le premier domaine de compétences. Le deuxième domaine de compétences, ce sont les compétences relatives au comportement et au niveau relationnel, à savoir les modes de comportement des salariés dans le travail. Est-ce qu'ils sont capables de prendre des initiatives, pas d'initiatives? Est-ce qu'ils sont dans une démarche de créativité, d'agilité? Est-ce qu'ils sont capables de communiquer, aisance relationnelle, l'écoute? Est-ce qu'ils peuvent déployer ce qu'on va appeler l'écoute active, ou ils vont rester en retrait, etc., etc. Ça, c'est le deuxième domaine de compétences. Le troisième, ce sont les compétences organisationnelles, à savoir le rapport du salarié à l'entreprise, son efficacité au niveau, bien sûr, de ses capacités d'être dans la performance et surtout d'accomplir les missions qui lui sont incombées et bien sûr obligatoires. Mais en plus, on ne va pas oublier le facteur temps parce que de ce fait, on va passer du niveau efficacité vers le niveau de l'efficience, travailler d'une manière efficace, mais bien sûr avec un temps qui est raisonnable et voire réduit parce qu'on maîtrise, d'accord, les savoir-faire de notre métier. On a aussi un quatrième domaine de compétences qu'on peut évoquer et c'est le domaine de compétences managériales. À savoir, est-ce que la personne est capable de prendre des décisions, diriger une équipe, motiver les salariés, les collaborateurs? Est-ce qu'elle est capable de prendre des initiatives pour proposer des nouvelles méthodes, pour améliorer les performances de l'équipe, etc., etc. Et pour finir, le cinquième domaine de compétences, c'est le domaine de ce qu'on appelle savoir travailler ensemble. Le travail collaboratif, est-ce que c'est un état d'esprit, bien sûr, mais est-ce que la personne est capable de le développer? Le travail collaboratif et le travail coopératif sont les mots maîtres et les mots-clés de ce domaine de compétences, à savoir le travailler ensemble. Voilà les différents domaines de compétences qu'on peut préciser dans la fiche de poste selon les besoins, bien sûr, et on peut les détailler plus loin selon les besoins du service ou voire de l'entreprise, voir si notre entreprise aussi est inscrite dans une démarche qualité. On élabore des fiches de poste pro-formatées, des modèles types, et après on les complète selon les exigences du poste et ainsi de suite. Ça aussi, on ne peut pas négliger, il faut quand même le prendre en considération. La fiche de poste aussi est un outil qui peut être très important, voire un outil complémentaire à la démarche
et je crois que vous connaissez ce qu'on appelle la GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Les compétences, j'aimerais bien qu'on note ensemble que la nomenclature des compétences est parfois déclinée de la manière suivante. J'ai décliné déjà les 5 domaines, mais elle peut être déclinée d'une autre manière, à savoir les savoirs, dans un premier temps, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-faire, et là, c'est ce qu'on appelle la délégation des pouvoirs. Est-ce que je suis capable de déléguer les pouvoirs? Et bien sûr, le 5e niveau, on va l'appeler le savoir-faire-être, c'est-à-dire la capacité de la personne de motiver les autres collaborateurs pour augmenter leur niveau de ce qu'on va appeler le vouloir faire. Aujourd'hui, en management, on connaît que si la personne est compétente, c'est-à-dire elle sait faire, mais qu'elle ne souhaite pas faire, elle n'est pas performante de la même manière. On est d'accord. Alors du coup, les savoirs faire et les savoirs faire être, ce sont 2 compétences réservées aux managers. C'est-à-dire les managers aujourd'hui, en dehors des savoir-faire, savoir-être et les savoirs, doivent impérativement savoir déléguer et surtout aussi savoir motiver les collaborateurs et surtout améliorer leurs performances, les faire évoluer, etc., etc. Alors, c'est intéressant de citer cette nomenclature parce que souvent, on va entendre parler avec ces termes-là. Alors, ça peut être intéressant de le voir ensemble. Maintenant, pour aller vers la thématique, c'est-à-dire le sujet suivant sur mon plan, qui est toujours relatif au poste de travail, quel est le rôle? Et c'est intéressant de s'interroger sur le rôle ou plutôt des délégués du personnel, c'est-à-dire les DP. Les délégués du personnel, je rappelle juste très brièvement qui sont les délégués du personnel, ce sont les représentants du personnel et qui ont le droit d'être entendus par la direction sur les questions qui sont relatives au salaire, à la protection sociale des salariés, aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité, etc. Bien sûr, alors, ils peuvent aussi entreprendre toutes les démarches utiles auprès de l'inspection du travail. Et ça, je le rappelle, il ne faut pas l'oublier. Dans ce sens-là, il sera judicieux de les associer à la démarche de l'élaboration et voire pas l'élaboration pour être plus juste, plutôt de la validation de la fiche de poste, même, d'accord, si cela n'est en aucun cas obligatoire. Attention, qu'on soit clair, ce n'est en aucun cas obligatoire, mais si on les associe à la validation des fiches de poste, ça peut être intéressant pour maintenir à un niveau très élevé le dialogue social. Et on n'oublie pas qu'à travers le dialogue social, on peut améliorer ce qu'on va appeler la valeur globale de l'entreprise et entre autres notre valeur sociale qui est aussi très importante pour améliorer les performances de nos salariés. Vous voyez, tout est lié et ça peut être intéressant d'aborder le sujet avec ce regard-là. Alors, pour finir sur le dernier point que j'aimerais bien aborder avec vous sur cette thématique, c'est quelle est la différence entre fiche de poste et la fameuse lettre de mission. Dans certains cas, l'employeur peut décider d'annexer une lettre de mission à la fiche de poste. Pourquoi? Parce que cela a souvent lieu lorsque des nouvelles missions incombent aux salariés. Cette lettre va être élaborée entre l'employeur et le salarié, et l'employeur ne va pas la travailler seul, parce qu'il faut aussi l'acceptation du salarié, et bien sûr, on peut profiter de l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation pour élaborer cette lettre de mission qui vient compléter la fiche de poste ou voire faire évoluer la fiche de poste, mais bien sûr, on n'oublie pas, toujours avec l'accord du salarié, il est très très important. Voilà le thème de la fiche de poste que j'avais envie de travailler ce soir dans un premier temps de notre conférence avec vous. Ce qu'on va faire, je vous propose, comme on fait à notre habitude, c'est vous proposer quelques questions sous format de vrai ou faux, et je vous laisse 2 minutes juste pour apprécier les questions, et comme ça on revient et on essaiera de les discuter et surtout de les développer ensemble.
Je reprends la main et je vais on va voir ensemble les questions, les 7 questions que je vous propose. Mais avant cela, je vois que vous m'avez envoyé pas mal de questions, d'interrogations. J'aimerais bien répondre rapidement pour que ça soit clair pour tout le monde. J'ai une question qui me dit: quelle est la différence entre la fiche de poste et un bilan de compétences? Alors, au niveau, alors, la fiche de poste, c'est un outil qu'on va utiliser dans le cadre du recrutement, c'est ce que je viens de dire. C'est un outil de communication parce qu'à travers lequel on va communiquer avec le salarié. On a vu ensemble qu'on peut communiquer avec les DP, les délégués du personnel. Mais en plus, la fiche de poste peut nous permettre d'avoir un œil plus objectif quant à l'évolution professionnelle qui peut être inscrite dans un parcours professionnel. Entre autres, je l'ai cité, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Quand il est bien à préciser que l'entretien d'évaluation de fin d'année n'est pas un entretien qui est obligatoire en termes de règles de droit. D'accord ? Le seul aujourd'hui entretien qui est exigé à l'entreprise et c'est à réaliser tous les 2 ans, c'est l'entretien professionnel qui est orienté vers la formation du salarié et l'amélioration de son employabilité. D'accord ? C'est un autre registre. Alors, quelle est la différence entre justement la fiche de poste et le bilan de compétences? J'ai envie de vous dire que le bilan de compétences, c'est un dispositif qui doit être fait par un organisme agréé, habilité pour qu'il puisse faire passer des bilans de compétences. Et surtout, le bilan de compétences, un salarié peut le demander, peut le faire pour faire quelque part un focus sur ses compétences actuelles, son évolution à venir. Et ce n'est pas un dispositif qui va être demandé par l'entreprise. C'est un dispositif qui est à l'origine normalement du salarié. Vous voyez, on est dans 2 choses complètement différentes. Là, le premier, c'est-à-dire la fiche de poste, est un outil qui est interne à l'entreprise. Le bilan de compétences est un dispositif qui est connu dans le cadre de la partie 6 du Code du travail, qui est relatif à la formation et l'amélioration des niveaux de l'employabilité des salariés. Vous voyez, on est dans 2 registres complètement différents. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Au niveau, j'ai une deuxième question. Serait-il préférable d'embaucher des individus en dehors de l'entreprise, ce qui permettrait d'éviter un surplus pour un autre employé, sachant qu'il y a beaucoup de chômeurs? Alors, dans la démarche de recrutement et dans un esprit d'amélioration ou voire de la promotion des salariés, on est quand même dans l'obligation, je mets entre guillemets l'obligation, mais on est quand même, il est préférable qu'on fasse passer l'offre d'emploi en interne pour voir s'il n'y a aucun de nos salariés qui souhaite se positionner pour améliorer justement sa catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Et pourquoi pas embaucher à l'extérieur si on n'a pas de candidature en interne. La question, je crois que vous voulez dire par là, c'est qu'au lieu de rajouter des compétences sur la fiche de poste, il est préférable qu'on recrute des salariés, ouvrir des postes, des nouveaux postes, bien évidemment. Bien évidemment, une entreprise est dans l'obligation de le faire si elle veut, entre nous, hein, si elle veut et elle souhaite que ses performances évoluent d'une manière positive. Est-ce que ça fonctionne ainsi tout le temps? On est d'accord? Malheureusement, c'est non. Et là, voilà, c'est une autre encore question. Voilà, j'avais vraiment envie de vous répondre avant d'entamer la correction du QCM parce que c'est des questions très intéressantes et c'est dommage de ne pas y répondre. Alors, je reviens au QCM. La première question était la suivante. L'élaboration d'une fiche de poste est une obligation ou est obligatoire dans une procédure de recrutement? C'est faux, non. C'est un outil interne à l'entreprise, mais il n'est pas obligatoire en lui-même. La deuxième question. Les connaissances ne sont pas considérées comme compétences. Vous vous rappelez, on l'a dit ensemble, non. Les compétences, ou plutôt les connaissances,
c'est-à-dire les savoirs, font partie de ce qu'on va appeler les compétences. Sans les savoirs, on ne peut pas mettre en place et développer notre savoir-faire. Alors, il nous faut un minimum de compétences relatives au savoir, c'est-à-dire les connaissances. Pour la troisième question, la fiche de poste est un outil de communication et de recrutement. Ça, c'est vrai. Il s'agit d'un outil de communication parce qu'il va maintenir le niveau assez élevé de communication entre le supérieur hiérarchique, le salarié d'une part, et il ne faut pas oublier entre les supérieurs hiérarchiques et les services RH. Alors, c'est un dialogue interne à l'entreprise, une communication qui est très positive au sein de l'entreprise. La quatrième question. Les rubriques d'une fiche de poste sont réglementées? Non. Alors c'est faux, on est d'accord. Elles ne sont pas réglementées, elles sont plutôt conseillées. Pourquoi conseillées? Parce que la finalité de cet outil, c'est d'améliorer les performances, de mieux intégrer ses compétences pour suivre, pour améliorer les performances de chacun des salariés. Alors, et c'est fortement conseillé, on est d'accord, en aucun cas obligatoire, c'est-à-dire réglementé. La cinquième question, il n'est pas recommandé de mentionner la date d'élaboration de la fiche de poste. On l'a vu ensemble, étant donné que la fiche de poste est amenée à évoluer dans le temps, c'est-à-dire tout au long de la carrière de la personne, voir si on crée un nouveau poste, ça va être le démarrage, c'est-à-dire alors, il n'est pas recommandé de mentionner la date, c'est faux, il est recommandé de bien mentionner la date pour la cinquième question. Pour la sixième, la fiche de poste est une fiche métier, pas du tout. La fiche métier, c'est une fiche qui est très générale, qui peut correspondre au métier lui-même, mais en aucun cas qui peut correspondre au poste concerné, dans le service concerné, dans l'entreprise concernée. Vous voyez, ce sont deux outils quand même qui sont différents, même si on peut s'inspirer de la fiche métier pour élaborer notre fiche de poste. Mais ce sont deux outils distincts, il ne faut pas l'oublier. Alors, la fiche de poste n'est pas la fiche métier, c'est faux. Alors, on est d'accord. Pour la question 6, la réponse est faux. Et pour la septième et dernière question, les services RH sont dans l'obligation de mentionner l'âge et le genre du salarié sur la fiche de poste. Bien sûr, la réponse est faux. Il n'est surtout pas obligatoire, surtout absolument pas recommandé, de préciser l'âge du salarié et ou son genre, c'est-à-dire s'il s'agit d'une femme ou d'homme, impérativement dont on a besoin pour ce poste. Vous savez que c'est vraiment discriminatoire. Et je vois que vous venez de répondre et vous avez entièrement raison. Alors, la septième question, la réponse est faux, parce que sinon on tombe sous le socle de la discrimination. On a fini là, dans un premier temps, notre première thématique.